Voilà, 13h37 dans le ZCL, on continue notre revue de presse live avec nos confrères du Progrès Social, du Petit Journal et aussi de Nouvelles Semaines, et on parlait de cette guerre. J'avais pas entendu le point de vue de Jacques Dancal. Oui, la guerre aérienne, bien sûr. Je confirme ce que disait Jean-Claude tout à l'heure. Il y a plusieurs paramètres, effectivement, le paramètre de la baisse du carburant, la concurrence entre les compagnies, l'arrivée de la Norwegian Airways qui certainement a servi de détonateur pour faire baisser les prix. Alors, mais tout à l'heure, vous notiez vous-même qu'on aura beaucoup de touristes, mais alors on n'a pas beaucoup de moyens pour les recevoir. Ouais. Alors, c'est un petit peu gênant, mais ça va certainement booster la destination. C'est une très bonne chose, cette baisse de tarifs. Mais ça montre aussi que finalement, les prix pouvaient baisser. Alors, cette égalité réelle-là, finalement, elle est... Ça, c'est la continuité, c'est la fameuse continuité territoriale made in low cost. Alors, combien de temps ça va durer? Parce qu'on a connu déjà des périodes de grosse concurrence entre les compagnies, et les directeurs d'Air France ne se gênaient pas pour dire de toute façon, dans quelques temps, on comptera les morts. Oui, c'est arrivé à l'époque du théâtre, d'Aéro-Maritime. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, Air France pratiquement est seul sur Haïti maintenant. Si vous voyez le prix pour Haïti, ça a explosé dans mon sens. Marie, peut-être un mot sur cette guerre. Je vais compléter, mais sur une vision plus par rapport à un Guadeloupéen, Martiniquais, et concrètement, qu'est-ce qui va sortir de son porte-monnaie. C'est une super nouvelle dans le sens où c'est super positif. On nous dit que ça va être moins cher. Ça va aussi dynamiser les échanges entre les îles. Et que on nous dit qu'on va avoir la Wi-Fi, ce sera en plus. Oui, c'est ce qui est prévu. Voilà, il y a même un nouvel avion qui est prévu pour doubler les rotations. Mais derrière tout ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a depuis une dizaine d'années, les prix ont fortement augmenté. Oui. Et que ce qu'on ne nous dit pas non plus, c'est que les 69 € pour aller en Martinique, c'est un aller simple. Oui. Qu'il faut compter entre 15 et 20 € en plus pour son bagage, et 2 € si tu veux choisir ton... Donc je me suis amusée un peu à faire les calculs. Ça revient à combien? Donc un aller-retour, parce qu'au moment donné il faut qu'on rentre, on est à environ à 185 € le billet. Par rapport au prix normal qui était quoi, 210, c'est ça? Voilà, en sachant qu'au final on revient sur le prix du billet d'il y a 10 ans. Oui. Donc en fait pour moi c'est un beau fumage de tout ça, et c'est juste utiliser des mots tendance marketing, low cost, mais au final, concrètement, on ne va pas beaucoup y gagner. Alors, un dernier mot sur cette guerre des tarifs, c'est que Air Antilles a annoncé la fermeture de la destination Haïti au profit de la République dominicaine. Ça vous surprend? Une aberration. C'est surprenant et c'est dommage, c'est très inquiétant, parce qu'on se disait que c'est potentiellement un marché intéressant. Ils disent 8000 vols, 8000 clients par an. Voilà, donc, sur 1 million. Voilà, qu'il fallait quand même développer, puisque des agences commençaient à proposer la destination Haïti. C'est une destination de tourisme qui commence à marcher. Touristiquement d'ailleurs. Voilà, tout à fait, ça commence à marcher. Alors évidemment, souvent, on peut se poser la question. Alors évidemment, ce domaine est toujours un peu plus attrayant parce que c'est plus attractif. Alors évidemment, donc, mais c'est très dommage effectivement, parce que Air France va se retrouver seule à faire la destination à des prix qui sont pour l'instant pas. Qui flambent déjà. Ça coûte plus de 700 € pour aller. Alors c'est peut-être le prix à payer pour que les autres puissent baisser le prix. Mais oui, pour aller à Saint-Domingue, on paiera environ de 480 €. Mais pour aller juste à côté, en Haïti, 580 €. Il faut quand même passer la frontière. Oui, il faut passer la frontière. Alors, dernier sujet de cette revue de presse live, la question de l'eau. Alors, Jean-Claude Roth dans le Progrès Social, titre eau de Guadeloupe, Mornay. Oui, enfin, il avait senti quelque chose. Vous confirmez, Marie, le syndicat unique a pris de l'eau? Il prend l'eau, oui. Après, c'est vraiment... il y a des grosses fuites on va à l'image de ces canalisations, on va dire ça. Oui. Très vétustes. Moi, ce que j'en retiens sur toute cette bagarre et cette bataille qu'il y a entre Lucette Michaud-Chevry et Bernier, c'est que c'est plus un ego de politiciens qui veulent s'accaparer de ce trésor et cet or de l'eau, alors qu'en réalité, ce ne sont ni l'un ni l'autre, sont dans leurs compétences. Et pour moi, ils n'ont pas leur place à se bagarrer pour récupérer l'eau.
Encore moins, c'est pas parce que tu habites à Capesterre-Belle-Eau que tu devrais, parce que ta commune fournit plus d'eau, que tu devrais avoir le monopole. L'eau, elle appartient à toute la Guadeloupe. Et moi, le regard que j'ai dessus est assez ferme. Et aussi, surtout, laisser la place aux gens dont c'est la profession. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une personne qui est dans le métier, dans la pression et dans les canalisations. Et on avait cet échange-là. Et pour moi, c'est de l'ego politicien. Et en réalité, le Guadeloupéen, il n'a toujours pas d'eau. Et on est toujours dans la même problématique de ce conflit. Et c'est encore une autre bataille. Oui, encore une guerre. Je m'adresse à Jean-Claude. Mornay, finalement, c'est radical, c'est fini, syndicat unique. Oui, on n'en reparlera plus. Ça me paraît problématique. Je crois qu'on se dirige à toute vitesse vers une solution, d'un bas compromis. Ouais. Mais je rebondis un peu sur ce que vient de dire Marie, parce que cette problématique, on la retrouve dans d'autres sujets. On est en train de fêter là, les 70 ans de la départementalisation, et c'est vrai que moi je pense aux lois de décentralisation de 82. Il y a eu effectivement un certain nombre de prérogatives, de pouvoirs qui ont été attribués, et on peut se poser maintenant la question, est-ce que c'est vraiment de la faute de l'État français si on n'a pas d'eau, si nos déchets ne sont pas traités, alors que nos élus ont quand même eu un certain nombre de prérogatives, ils ont eu un certain nombre de moyens qui ne sont pas négligeables. On peut toujours en vouloir plus, mais on se rend compte que quand même l'essentiel des besoins de la population, parce que l'eau c'est quand même le principal besoin, le problème des transports, qui relève du domaine de compétences de ces élus et qui ne sont pas traités jusqu'à présent. Donc, vous avez réussi à régler ces problèmes. Et pourquoi ? C'est pour justement des conflits de personnes, des conflits d'intérêts de partis, de clans. Et tout cela se fait finalement au détriment de la population. Donc il faut qu'on s'interpelle sur ces résultats-là. Dernier mot sur la question et on en aura fini. Jacques, on peut dire que Chevry a gagné quelque chose là ? Non. C'est une victoire de Chevry? Alors, on peut penser que c'est une victoire politique, mais elle est quand même étrange parce que l'État impose quand même qu'on ait une structure unique pour réellement abonder les budgets, enfin, en tout cas intervenir dans les financements qui sont estimés, les besoins sont estimés à 900 millions. C'est énorme. Alors, on peut se dire que si on a une situation balkanisée où on a une multitude de structures qui interviennent, comment l'État va justifier les concours financiers qu'il va accorder? Et parce qu'on sait actuellement que les réseaux, il faut absolument les refaire. Les techniciens eux-mêmes disent, et les directeurs d'opérations ici le disent, que finalement, distribuer l'eau en Guadeloupe n'est pas très difficile. On a quand même de l'eau à profusion. Simplement, il faut la transporter, mais techniquement, il n'y a pas de grosses difficultés. Simplement, par contre, il y a beaucoup de problèmes administratifs et notamment, il y a eu beaucoup de licences, Jean-Claude le soulignait tout à l'heure, des élus locaux. Quand on a 40% du réseau qui se trouve, par exemple, sous des maisons. Oui. On a même des bâtiments publics qui ont été posés sur des conduites d'eau. On a une structure, par exemple, qui se trouve dans une commune qui est toute nouvelle, mais qui a été posée sur une conduite d'eau. Alors on se demandait à quoi servent les fameux plans locaux d'urbanisme si on ne sait pas où sont les tuyaux. Et qu'on a une série de conduites. Donc il va falloir refaire des tuyaux parce qu'on ne peut pas casser les maisons. Donc on a des situations qui sont absurdes, donc ils vont de toute façon mobiliser énormément de moyens financiers. Alors, la question maintenant, comment on peut justifier que l'État va accorder des moyens si dans le même temps on n'est pas capable de s'entendre pour avoir une structure? Je n'ose pas imaginer que c'est la fin de tout. Je serais moins pessimiste que mon ami Jean-Claude et je vais croire que de toute façon dans quelques mois on reviendra à une situation normale parce que de toute façon il est à craindre que la société civile, malheureusement, on a vu qu'on commence à avoir une mobilisation des citoyens et qu'on aura forcément des gens dans la rue. Alors si on veut se retrouver avec un nouveau LKP uniquement consacré à l'eau, je crois qu'on en prend la direction de manière évidente. Voilà, merci messieurs et dames. Je rappelle donc le Progrès social à la une, donc Mornay pour l'eau, mais pas seulement, je dirais, le petit journal sur la biodiversité et
à la une aussi de Nouvelle Semaine à Richelieu, c'est des 100 jours. Je vous remercie d'être avec nous.